commencer. Si tu veux, Oui. commencer. Non. Bonjour à toutes et à tous. Alors avec Vincent, on a un petit peu discuté en amont de ce dont on allait parler. Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux qui ont d'ailleurs, pour la plupart, été très bien présentés en synthèse d'introduction et repris aussi à propos des identifiants chercheurs. On voulait avoir aussi une réflexion un peu plus générale sur l'identité numérique du chercheur sur les réseaux sociaux et la manière d'adopter une stratégie de visibilité, mais aussi parfois d'invisibilité, puisqu'il ne faut pas tout montrer sur Internet, comme vous en êtes évidemment bien conscient. Alors je voulais revenir sur un point qui a été évoqué un petit peu rapidement, c'est la notion d'identité numérique. Est-ce que identité numérique, c'est la même chose que identité sociale, identité civile? Alors, je vais parler de quelques chercheuses principalement qui ont travaillé sur ces questions, notamment Louise Merzeau, qui avait préféré, comme l'a rappelé Aline Bouchard, la notion de présence numérique à identité en raison des traces que nous laissons sur le web. Et elle estimait, car malheureusement elle nous a quittés, que nous produisons des traces dans un contexte qui recentre l'attention sur la personne. Dans les réseaux sociaux, comme vous le savez, s'il n'y a pas de produit, c'est que c'est vous le produit. Donc sur les réseaux sociaux, on n'achète rien en particulier. C'est nous qui sommes la marchandise qui va être utilisée et publicisée. D'un autre côté, alors évidemment il y a cette écologie de l'attention qui a été décrite par Yves Citon et sur lesquels les réseaux sociaux reposent énormément, mais aussi Internet en général. D'un autre côté, la chercheuse Fanny Georges, autrice d'Identité virtuelle et profil utilisateur 2.0, ça date de 2010 déjà, mais ça a toujours une validité théorique. Fanny Georges donc dresse une typologie des identités en fonction des traces laissées. Et c'est là qu'à mon avis, ça va aussi faire écho à ce qui a été évoqué avant. Notamment, elle décline 3 niveaux. L'identité déclarative, c'est-à-dire toutes les informations que vous mettez en ligne volontairement, nom, prénom, âge, même quand vous déclarez, eh bien, vous remplissez des formulaires, ça c'est vous qui êtes complètement maître et auteur des informations. Il y a l'identité, le deuxième niveau, agissante, c'est quand vous cliquez sur un like, que vous passez d'un site à un autre, vous naviguez, vous consultez. Vous savez que quand on regarde les statistiques, par exemple, de ResearchGate ou Academia, ou bien même d'Open Edition, on sait combien de temps un utilisateur a passé sur une page. Donc ça, évidemment, vous le faites, mais vous n'en êtes pas conscient. Ce n'est pas déclaratif, c'est agissant. Et enfin, il y a l'identité calculée. Elle n'est pas calculée par vous, mais par les algorithmes. Et ce calcul, en fait, ne dépend pas de vous. Toutes ces données que vous avez déposées, ces traces déclaratives et agissantes, sont rebasculées dans plusieurs types d'algorithmes qui vont faire apparaître ou disparaître des traces que vous avez laissées. Alors c'est là qu'évidemment, parfois, on n'a pas toujours le contrôle absolu sur ce qu'on met sur Internet. Et même si on remplit tout bien son ORCID, son HAL, on ne va pas voir sortir les informations telles qu'on voudrait le faire. Alors, il ne faut pas croire que ces manières d'apparaître en ligne n'existent pas dans la vie in real life, la vie IRL. C'est un phénomène qui a déjà été décrit par des sociologues, notamment Erving Goffman. Dans la mise en scène de la vie quotidienne, la présentation de soi, il décrit les attitudes sociales que nous développons au quotidien pour nous présenter et l'éthos, c'est-à-dire l'image de soi qui en résulte, terme d'éthos qui était utilisé en rhétorique pour qualifier la légitimité d'un orateur. Ça nous intéresse en tant que chercheurs et chercheuses puisque nous avons envie évidemment de développer en ligne professionnellement un éthos de chercheurs ou de chercheuses, et donc d'être identifié comme ça, pas comme champion de skateboard, même si c'est quelque chose de très bien aussi, mais disons qu'on peut avoir des conflits aussi d'identité qui peuvent apparaître en ligne. Alors, cet ethos
qui est celui de la vie sociale, de la vie sociale quotidienne, est composé de traits propres, culturels, qui sont des attitudes incorporées. Alors, ce terme pour désigner les attitudes, c'est un terme tiré de Pierre Bourdieu, la exis. Alors, Fanny Georges l'applique au numérique en parlant d'exis numérique. Ces 3 identités donc déclaratives, agissantes et calculées, qui sont des attitudes que nous avons par rapport à l'outil numérique. Je vais passer un petit peu ces questions pour en revenir à, évidemment, ce qui nous occupe, c'est une fois qu'on a déclaré notre existence en ligne, qu'on a agi, qu'on a essayé de la mettre en scène un petit peu, comme dans la vie quotidienne, mais la vie quotidienne numérique, on devient un être aussi transmédiatique, c'est aussi une condition de l'ère numérique, c'est qu'on existe dans la vraie vie, mais aussi en ligne. Et je fais juste une petite parenthèse, sachant qu'il y a quand même une question générationnelle. Je n'ai pas d'image de mon enfance ou de ma jeunesse mise en ligne. Je n'ai pas eu ce problème, mais vous l'avez peut-être. Je n'ai pas eu à cacher des choses, des fêtes, des soirées, parce que tout simplement, ça n'existait pas. Ou si ça existait, ça a disparu parce que c'était pas stable, enfin bref. Le web aussi, il faut avoir conscience de l'instabilité du réseau Internet. Des choses qui étaient en ligne il y a 10 ans ont disparu. Quand vous faites un peu d'archéologie du numérique, d'ailleurs c'est assez amusant, on voit des trous, il y a des mémoires collectives, des choses que tout le monde a oubliées. Aujourd'hui, plus personne ne connaît Jenny Cam, alors que Jennifer Schwengle était une star du web dans les années 2005. C'était la première cam girl qui se filmait en direct chez elle. Alors, évidemment, les stratégies ne sont pas les mêmes quand vous avez un passé numérique ou quand vous n'en avez pas. Moi, j'ai la chance ma chance de ne pas avoir de passé numérique. Donc, vous devez aussi négocier votre passé numérique, c'est-à-dire la manière dont vous avez pu exister de façon agissante, enfin, ou en tout cas pas déclarative par des images, des photographies ou des choses que vous avez faites dans votre jeunesse. Jeunesse relative, ça peut être un passé récent, c'est-à-dire avant de décider de devenir chercheur, par exemple, ou d'avoir un autre métier. En tout cas, maintenant, cette question se pose. Évidemment, l'identité calculée, c'est cette part automatique et non maîtrisable de notre identité qui n'exclut pas pour autant un droit à l'oubli, et c'est pour ça qu'on l'a inscrit dans la loi, le fait qu'on peut demander à faire effacer des choses. Je voudrais juste parler de cette question des algorithmes qui semblent souvent avoir une existence propre. Et là, je vais me référer aux travaux de Marianne Pavot, qui a publié un ouvrage que je vous recommande, Analyse du discours numérique, publié chez Hermann en 2017. Marianne Pavot est professeure en sciences du langage ici à Paris 13. Elle a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle les technodiscours, donc le fait de parler dans un environnement technologique numérique. Mais ces algorithmes, s'ils ont l'air inhumains, sont créés par des humains, codeurs, informaticiens, programmeurs. Leurs effets, par contre, sur les contenus d'Internet et sur les vies sont importants. Comme le précise Dominique Cardon, nous fabriquons ces calculateurs, mais en retour, ils nous fabriquent, ils nous construisent. Donc il y a une interaction entre ces algorithmes. Il ne faut pas croire que nous sommes soumis complètement aux algorithmes. Réciproquement, nous pouvons aussi avoir un effet sur eux. Alors évidemment, dans les enjeux qui caractérisent cette interaction entre algorithmes, identité déclarative, agissante et calculée, nous avons la possibilité d'avoir des stratégies. Par exemple, des stratégies de réputation. La e-réputation, c'est ce qu'on va chercher à obtenir dans un contexte professionnel ou académique, qui est un contexte professionnel aussi. Cette e-réputation peut être aussi utilisée notamment en droit, en cas de diffamation. Par exemple, quelqu'un poste une image de vous avec un photomontage, vous jugez que c'est dégradant, vous avez le droit de protéger votre image en ligne. Il y a aussi des atteintes à la vie privée, on met une photo de vous à votre insu, ou des atteintes aussi à la représentation de la personne. Des entreprises emploient d'ailleurs des nettoyeurs du web
qui vont effacer derrière tous les mauvais commentaires, les choses négatives. Et on a évidemment des community managers qui, eux, vont travailler à soigner des images de marque. Donc, quand on est chercheur, d'une certaine manière, on est le community manager de soi-même et on doit un petit peu animer sa recherche comme le disait Aline, il faut se promouvoir aussi, en plus d'être bien référencé. Pour expliquer ce qu'est une identité en ligne, Fanny George utilise une métaphore que je trouve assez intéressante. C'est la métaphore de l'identité, qui est tirée toujours inspirée de Goffman, une métaphore de la barbe à papa. Nous sommes une forme de barbe à papa, avec, vous savez comment ça fonctionne, il y a un petit bâton autour duquel on enroule des éléments plus ou moins collants qui vont constituer une image un petit peu diaphane, vaporeuse de vous, mais qui donne l'impression d'un ensemble. Évidemment, si on appuie dessus, on se rend compte que c'est pas si consistant que ça, mais ces signes vont s'agglomérer autour du bâton central qui est votre identité. Évidemment, que ce soit dans la vie réelle ou Internet, s'agglomèrent autour de vous des signes, des images qui vont constituer votre identité, l'identité en tout cas que vous allez porter. Système de signes qui va être changeant, qui va montrer que votre identité en ligne évolue et qui vont devenir aussi plus ou moins prépondérants selon votre activité. Alors, à ce sujet, sur cette activité que l'on a en ligne et qui donne cette substance, en tout cas cette visibilité des traces, souvent on a des conseils de management. Alors ça, vous pouvez en trouver plusieurs. Soigner sa réputation en ligne, la réputation en ligne a fatalement une incidence sur l'accès à l'emploi. Enfin, vous pouvez les consulter, moi je vous le recommande, les sites de conseils, par exemple, comment soigner son e-réputation, même pour les entreprises, parce que vous verrez quand même des choses intéressantes, notamment, il y a une page de l'université de Rennes 2, sur le portail toutatis.fr qui présente un petit peu les enjeux et la maîtrise de l'identité numérique. Et ce qui est recommandé régulièrement, c'est que si vous voulez donner une image de vous sur Internet, c'est vous qui devez alimenter le web le plus possible. C'est-à-dire que c'est vous qui devez fournir les informations que vous voulez faire apparaître sur Internet. Et au plus, c'est un petit peu aussi le paradoxe. Au plus vous souhaitez faire apparaître des choses, au plus il faut en donner. Il faut alimenter Internet pour que ça monte de plus en plus dans les algorithmes. Je t'en prie, vas-y. Oui, pensez au référencement sur Google, ça joue. Voilà. Alors j'allais venir la question des algorithmes. En 2015, Dominique Cardon propose un classement, ça je l'ai tiré aussi du dictionnaire de Marianne Pavot, analyse du discours numérique. Il faut penser qu'il y a plusieurs algorithmes. Il y a des algorithmes à côté du web qui mesurent des audiences en calculant par exemple le nombre de clics selon le principe de popularité. Il y a des algorithmes qui sont au-dessus du web, qui hiérarchisent l'autorité des sites au moyen des liens. Ça, c'est par exemple le fameux PageRank de Google. Ces données sont alors des liens hypertextes qui constituent des données aussi de langage avec la possibilité de moissonner selon des termes et d'aller chercher des mots-clés. Il y a des algorithmes qui sont dans le web, qui calculent la réputation en prenant en compte le nombre d'amis, de retweets, de favoris, et là, qui construit la réputation Alors, j'étais allée regarder un petit peu s'il y avait des applications qui mesuraient la réputation sur Internet. Et là, je suis tombée sur des sites plutôt de communication, de recruteurs qui parlaient d'un indice qui a disparu en 2018, qui était l'indice Klout, ou Clout, avec un K. Et c'était votre influence sur les réseaux sociaux. Donc, c'était une application qui moissonnait sur le web votre capacité, en fait, à mobiliser, à influencer, à avoir un impact. Maintenant, ça a été remplacé par un autre type d'indicateur qui s'appelle SCORE, S-K-O-R-R. On reconnaît bien
le langage des startups avec toujours des K et des S qui sont inscrits dans les mots. Nous avons la même chose en recherche, c'est le H-index, qui va mesurer notre valeur sur le marché de la recherche, notre taux d'influence. Et en fait, ce sont des indicateurs d'évaluation que l'on retrouve sur academia.edu, ResearchGate, et qu'on peut consulter aussi sur HAL à travers les statistiques de consultation, de téléchargement, et sur Open Edition aussi, on a des statistiques de consultation sur les carnets de recherche et les publications en ligne. Donc, toutes ces interfaces, en fait, permettent bien sûr de mesurer des présences en ligne, mais pas forcément de mesurer l'impact réel. Et ça, c'est un tout autre problème. Et je vais laisser la parole à Vincent, et après on ira faire un petit tour sur Internet pour voir comment ça peut se manifester et comment on va... Je pourrais pas passer pour montrer sur le site. Oui, je vais le faire, je le ferai après. Donc c'était juste pour poser un petit peu certains des enjeux qu'on avait jugé important de placer avant de parler des cas particuliers. Rebonjour, alors moi je suis documentaliste, je ne suis pas chercheur, je travaille dans un laboratoire de recherche comme on verra tout à l'heure. Je suis aussi un peu, si on peut dire, le community manager, je ne sais pas si on peut dire, du laboratoire, parce que la problématique a été beaucoup centrée sur la visibilité du chercheur, mais il y a aussi la visibilité du laboratoire de recherche. En fait, notre problématique a commencé par là. Elle n'a pas commencé par une visibilité d'un chercheur en particulier, mais du laboratoire de recherche. Tu voulais que... C'est bon. Ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est le compte Twitter du laboratoire. On a un compte Twitter, on a un compte Facebook, et pour l'instant, on a beaucoup parlé des publications, comme tout laboratoire de recherche. Évidemment, on nous demande de publier. De ce niveau-là, on n'avait pas de problème. Mais on a aussi, en fait, on applique la recherche sur le terrain. Et ça, c'est pas recensé dans des bases de données biographiques, mais c'est des choses qu'on veut valoriser. Ça a été, en fait, une des premières choses qui nous a incité à aller sur les réseaux sociaux. L'autre raison, ça a été parce que, en fait, on est aussi un laboratoire d'enseignement, donc on veut aussi, on veut faire participer nos étudiants à la recherche, à la communication, et puis, bien entendu, faire parler de nos enseignements. Et force est de constater que hors réseaux sociaux, c'est assez compliqué de se faire, de communiquer dessus. Tu sais. Oui, je voulais te donner juste quelques exemples de manière d'exister en ligne. Okay. Mais si tu veux, tu peux continuer. Si tu veux, je peux prendre ta place pour que je monte. Ouais, vas-y. Désolé, hop, on viendra intervertir. C'est après une table ronde un peu rectangulaire, mais... Non, mais... vas-y. Les aléas du direct. Ça, je peux fermer ou tu... Non, c'est pour toi. Ok. Alors, je vais vous montrer donc le compte du laboratoire. Tac, tac, tac. Ouais, ça rame un peu. Non, c'est pas Kylian Mbappé que je cherchais, mais... Tu t'as zappé ta requête. Alors... Sinon, tu l'as sorti. Toc. On va passer par là. Voilà, on va y arriver. Ne bougez pas. Alors, ce qu'on s'était convenu avec Magali, là, je vais vous présenter quelques cas de valorisation de la recherche et Magali, quand elle le souhaitait, intervenait par-dessus. Alors, laboratoire éducation et pratique de santé, nous sommes basés à Bobigny, donc sur les FRSMBH. Donc, pour synthétiser, on a évidemment plusieurs thèmes de recherche. Pour synthétiser en une phrase, on est sur l'éducation thérapeutique, c'est notre postulat de départ. En gros, c'est que l'acte de soin peut être perçu comme un moment d'apprentissage pour les patients,
d'apprendre sur sa maladie, d'avoir un peu plus d'autonomie sur sa maladie, mais aussi pour les soignants, c'est un moment pour lui d'améliorer la qualité des soins. Donc on part sur ce postulat que le système de santé peut être amélioré grâce à l'engagement des patients. Je suis sur ton compte ? Oui. D'accord, ok. Je ne fais pas de bêtises sur ton compte. Ok. Vous voyez bien sur l'écran, parce que sinon je peux me mettre en foncé. Voilà. Alors, en fait, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que les publications qu'on peut valoriser, là, c'est un premier exemple. Là, on a collaboré avec l'hôpital de La Fontaine à la création d'une maison des usagers. En fait, c'est une bibliothèque pour les patients. Ça ne fait pas l'objet d'une publication scientifique, enfin, pour l'instant, mais c'est quand même un travail qui a été conséquent. Donc, vous avez déjà un premier chercheur que vous voyez ici. Alors, vous allez voir que les chercheurs ont parfois leur compte Twitter, parfois non, parfois sous pseudo. On s'est mis sur Twitter un peu sur le tas, on n'a pas eu vraiment de consignes claires et nettes, donc je suis preneur de vos avis. Donc lui, par exemple, il s'est affilié, il le dit dans sa présentation, qu'il est affilié au laboratoire d'éducation et pratique de santé, mais vous verrez que d'autres ne le font pas. Donc là, il le dit, c'est une belle... Tu peux me montrer juste son profil ? Voilà. Ouais, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a mis des hashtags avec les mots-clés. On voit pas ? Oui, pour être référencé sur Twitter, il a utilisé des hashtags qui, si quelqu'un l'entrait sur le moteur de recherche Twitter, ferait sortir son profil. En fait, techniquement, il y a peu de chances que quelqu'un tape éducation thérapeutique sur Twitter en cherchant des informations. C'est plus une manière de se raccrocher à des mots-clés génériques qui peuvent quand même être utilisés sur Google parce que ça peut sortir éducation thérapeutique et ensuite réapparaître. Mais c'est une manière aussi de s'intégrer dans des lignes de recherche qu'il va associer à son profil sur Twitter. On remarque aussi qu'il a mis en première affiliation son laboratoire et il n'a pas mis l'université aussi parce qu'on est limité dans les nombres de signes. Donc on doit vraiment choisir de façon très très stratégique. Il a mis aussi en avant un profil de recherche et pas personnel. Par exemple, si vous verrez, on ira voir peut-être d'autres comptes de chercheurs. Il y a des gens qui disent all opinions are my own, enfin qui précisent compte personnel, compte privé, etc. Lui, il est vraiment dans une optique strictement professionnelle d'après en tout cas l'annonce de son profil. Alors ça, c'est un deuxième cas de figure, c'est en matière de communication. Annoncer des colloques futurs. Donc le fameux hashtag Save the Date, qui est très répandu sur Twitter. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à Twitter, les histoires de hashtags, c'est vrai qu'au début on a l'impression de rentrer dans une secte. Mais en fait c'est tout à fait cohérent, c'est un peu le système de mots-clés. Et Save the Date, ça fait partie des hashtags qui sont particulièrement consultés. Donc on l'utilise systématiquement pour annoncer une participation à un colloque. Là encore, c'est pas le genre de choses qu'on verrait sur les bases de données bibliographiques. Et puis surtout, l'intérêt, c'est de faire venir le public qui soit intéressé par nos activités. Donc là, on est sur un second chercheur qui travaille sur l'activité physique adaptée, qui, elle, ne s'est pas affiliée laboratoire d'éducation et pratique de santé, mais qui, par contre, s'est affiliée, et elle a mis à jour, et c'est très très bien, bravo, Sorbonne Paris-Nord. Oui, alors, vous avez une politique pour mettre des hashtags dans vos profils Eh bien, pas du tout. Non, non, on est parti sur l'idée que chaque chercheur était libre de faire Elle a aussi mis son profil en anglais, donc c'est plutôt un profil... Le précédent était en français, donc ça c'est aussi un choix stratégique, sachant que avoir un profil bilingue, ça limite encore plus le nombre de signes possibles sur une interface comme Twitter. Je pense qu'on n'ira pas sur Facebook. Si, un petit peu. Tu vas y aller. Bon, alors on ira rapidement après. Alors, troisième cas de figure, c'est les formations. Donc, on a des partenariats en termes de formation. Donc là, c'est le IRIS, avec qui on travaille, et le CCOMS. Alors, CCOMS, d'ailleurs, voilà, compte Twitter. On ne voit pas tout, par contre. Je vais redescendre. Non, c'est pas ça. Okay. Là, ça va passer. Voilà, compte Twitter du Centre collaborateur français de l'OMS en santé mentale. On fait une licence de médiateur santé pair avec eux. Et alors, ça, c'est intéressant. On travaille aussi avec l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Et regardez ce qu'ils ont mis dans l'intitulé. Iris mobilisé.
Alors ça, c'est un cas de figure intéressant parce que ça pose la question de savoir, en matière d'affirmation politique, ce que vous pouvez dire ou pas sur les réseaux sociaux. Là, apparemment, ce laboratoire, j'ai regardé, c'est bien ce qu'il fait. Il revendique le fait d'appeler à la grève. Alors, vous avez probablement entendu parler du devoir de réserve du fonctionnaire. Alors, d'après vous, est-ce qu'un chercheur peut dire publiquement ce qu'il pense ou pas? S'il est pour l'obligation de réserve s'appliquerait aux professeurs d'université. Ça peut être une première réponse. La question? Non, la question, oui, mais la réponse, on n'a pas entendu. Le devoir de réserve ne s'applique pas aux professeurs des universités. Alors, il y a aussi une façon de botter en touche et de dire j'en parle pas. Ce que font la plupart de nos chercheurs, et pourtant on ne leur a pas donné de consigne, ils ne parlent absolument pas de politique. Alors. Oui, ça, la question de la publicisation des opinions personnelles ou même de la vie privée. Là, on est sur un site, excuse-moi, on va juste passer sur des sites, des profils plus personnels. Bon, là, c'est moi. Je vais prendre mon cas, comme ça, je dis pas de bêtises. Donc, moi, j'ai mis une photo de moi au travail. J'ai pas mis une photo de moi à la plage. Donc, évidemment, c'est mon profil. On comprend tout de suite, on est dans un profil professionnel. Il y a un loup, parce que j'ai vu un loup dans la forêt, ça m'a suffisamment marqué pour que j'en fasse ma bannière, mais c'est juste un aparté. Donc j'ai mis mon affiliation, etc. Pas de hashtag, des tags, des liens. Est-ce qu'on peut regrossir Oui. Voilà, tu zoomes. C'est votre profil sur Twitter. Ça, c'est mon profil sur Twitter, c'est mon profil personnel. On n'a pas de présence de labo. Je voulais juste montrer, voilà, je me localise à Villetaneuse, alors que j'habite pas à Villetaneuse. Donc c'est vraiment un profil 100% Paris 13, avec la revue que je co-dirige Itinéraire, mon statut actuel et le crédit pour les photos. Donc la revue, voilà, la revue, elle, est en ligne. J'ai choisi personnellement de ne pas avoir de profil sur Facebook. J'ai un profil sur Facebook, mais c'est un profil professionnel du master. C'est moi qui l'anime. Tout le monde sait que c'est moi. Je me suis mise dans le nom des personnes qui animent derrière. Donc je n'ai jamais de prise de position politique ou personnelle sur le compte professionnel Facebook. Pourquoi aussi? Parce que Facebook est un piège pour parler. On peut parler, on peut écrire beaucoup de textes, et généralement, on en dit toujours trop. Donc, pour éviter d'aller trop loin dans des considérations personnelles, politiques, c'est plus facile de profiler un compte Twitter, et certains, d'ailleurs, ont plusieurs comptes. Des comptes personnels qui sont verrouillés, vous pouvez en avoir certains avec des cadenas, donc ceux-là sont fermés à des petits groupes. Sur Instagram aussi, c'est une pratique qui se fait beaucoup, Snapchat, d'avoir des Finstagram, c'est-à-dire des comptes privés pour des petits cercles d'amis et des comptes publics. Donc on peut avoir plusieurs identités comme ça en ligne, sachant que si on a un compte personnel, évidemment, tout ce qu'on va avec son propre nom et pas de pseudonyme, tout ce qu'on dit doit être assumé. Donc quand on tweet, on réfléchit évidemment à ce qu'on va déclarer. Pour rendre compte de la portée, 1452 abonnés. Vous êtes combien dans cette salle? Voilà. Ouais, mais non, en fait... Après, la plupart ne lisent pas forcément. Oui, c'est pas un taux très... Alors, je voulais vous montrer des comptes qui sont très suivis. Voilà, je voulais vous donner le cas d'une chercheuse. C'est une chercheuse en linguistique, donc elle n'a pas a priori un sujet militant, porteur, qui pourrait attirer l'attention. Il se trouve que, donc elle est très jeune, elle a été recrutée récemment à l'université d'Orléans,
Et elle a toujours sur Internet, sur Twitter, pratiqué le thread, c'est-à-dire les fils où elle explique par exemple un mot dans l'actualité. Donc elle utilisait vraiment ses recherches en linguistique pour expliquer des termes qui avaient été utilisés par des hommes politiques dans les médias, des situations de sexisme incorporées dans le langage, etc. Et donc c'était une chercheuse qui a commencé à avoir de plus en plus de notoriété. Cela dit, vous voyez, de 1400 followers, moi je suis dans une moyenne basse, il y en a 5000 followers parce qu'ils ont eu des prix, ils ont été dans les médias. Il y en a, elle est à 47 000, et puis il y a par exemple Mathilde Larère, historienne, qui elle est à 73 000 followers. Pourquoi ? Parce qu'elle avait réagi une première fois sur une polémique lancée par Manuel Valls. Elle avait fait des arguments contre lui sur Twitter à travers un long fil, ce qui lui a permis de se faire remarquer par un média traditionnel, Arrêt sur Image. Elle a été recrutée comme chroniqueuse, et comme là Elia Véron maintenant, en fait, sa notoriété ne repose plus seulement sur sa présence en ligne, mais sa présence dans un autre média. Donc là, il faut bien voir qu'il y a des paliers aussi qui sont franchis d'Internet aux médias traditionnels qui permettent ensuite d'augmenter réciproquement l'audience sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas croire qu'on va être un influenceur a priori seul uniquement sur un réseau social. Généralement, il va falloir redoubler. C'est pour ça que je parlais de moi transmédiatique, parce qu'on a notre moi dans la vie réelle. Donc il faut faire des choses qui existent vraiment, notamment un livre à partir duquel elle a fait une promotion aussi éditoriale, et dans la presse, des présences médiatiques et une présence en ligne soutenue. Ce qui demande évidemment énormément de temps et un investissement dans l'interaction très très fréquent, ce qui en arrive à la question aussi des attaques sur Internet, puisque on a aussi des cas où on est évidemment victime de harcèlement, si on a des sujets sensibles, par exemple, si on travaille, je ne sais pas, sur des questions de genre, généralement, ou bien... Ça peut être... là, les questions qui divisent, par exemple, c'est le glyphosate, ça peut être le nucléaire, l'alimentation biologique. Plus vous tournez autour de ces sujets-là, plus il y a des possibilités que, en fait, les personnes sur Twitter vous abordent directement. Vous pose une question qui en fait est déjà tranchée dans sa tête dès le départ. Donc ça peut être pour vous pousser dans vos limites, alors savoir si vous répondez ou pas. Alors il y a une philosophie, on appelle ça, alors ces personnes-là on appelle ça des trolls sur Internet. Vous connaissez peut-être l'expression de ne pas nourrir un troll, sous-entendu ne pas rentrer dans la polémique, ne pas répondre. Alors on en discutait avec Magali, c'est peut-être pas forcément la meilleure réponse ne pas répondre. Ça c'est une bonne question. Si vous êtes harcelé par une personne est-ce que vous êtes sur un sujet de recherche, un de vos sujets de recherche, est-ce que vous allez forcément lui répondre jusqu'au bout ou pas? On peut partir sur l'idée, ce qu'on disait tout à l'heure, que vous allez peut-être la rencontrer en vrai et vous n'allez pas esquiver la personne. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, peut-être sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui critique votre travail. Alors en général c'est couvert de pseudo, c'est... Ils ne vont pas le mettre leur vrai nom. Oui, ça arrive avec des sujets tendus, mais ça peut arriver aussi sur des sujets qui paraissent anodins, en fait, et qui vont être tout d'un coup identifiés comme des cibles de harcèlement. Alors, je peux continuer ? Vas-y, je t'en prie. Là, je vais vous montrer une autre problématique. Alors, c'est pas tellement avec cette association-là. C'est l'Association française contre les hémophiles. Pour les hémophiles, pardon. Nuance. Parce qu'en fait, vous avez des comptes personnels et puis vous avez des comptes communs. Et le problème, alors c'est pas avec cette association-là, mais avec une autre, il y avait une personne qui s'était un peu accaparé le compte de l'association et s'en était servi peut-être un peu à l'excès pour exprimer des positions personnelles. Cette personne a été sanctionnée. Donc voilà, il n'est plus à l'association. Alors, le souci, on l'a aussi au niveau du laboratoire, parce qu'évidemment, ce que je disais tout à l'heure, à tort à raison, on ne se place pas au niveau politique de notre côté, on se contente de valoriser nos publications, nos travaux,
Et pour le coup, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, de ne pas aller sur un terrain sensible sans s'en rendre compte, on a un travail de relecture entre nous. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à relire les tweets avant de les envoyer. Ça a l'air de rien, mais ça prend du temps. Parce que pour alimenter un compte Twitter régulièrement, c'est pas évident. Ça demande vraiment une certaine organisation. C'est quelque chose qui est assez conséquent. Hein. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a aussi un travail qui est à prendre en compte, une charge de travail qui n'est pas négligeable. Je sais pas, au niveau de l'heure, c'est bon, Karine? Oui. Il y a peut-être des questions déjà sur... Oui, peut-être. Parce que j'ai juste une dernière chose à montrer, sinon. Mais vas-y, montre, puis on va passer aux questions. Alors, c'est plus bas, plus bas. Alors, c'est un peu cette cas de figure-là. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'était plus bas, désolé. Alors, vous voyez là, on valorise les publications. Donc, évidemment, c'est des liens qui renvoient vers la référence bibliographique. Hein. Ça ne renvoie pas sur le PDF. Entendez bien. Ça peut être, dans le cas de la licence médiateur santé pair 1, on voit sur la page Facebook. Donc en fait, les étudiants utilisent cette page Facebook pour dialoguer entre eux. Donc c'est un moyen d'animer en quelque sorte la licence. Et puis, ce que je voulais vous montrer, ce qui arrive régulièrement, c'est en fait dans les colloques, vous avez beaucoup, vous avez souvent le cas de figure où des personnes vous prennent en photo. Ils prennent en photo le diaporama. Il y a des gens qui ont photographié ce qu'on est en train de faire. On va vous demander 100 € à la sortie. Alors, je vais finir par y arriver. Non, alors oui, non, les maillots de bain, c'est pas nous. C'est le site, c'est l'article qu'il a mis. Ça, c'est le monde.fr. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette photo-là. C'est activité physique adaptée, sport sur ordonnance, mais ils ont mis cette photo. Bon. Non, on l'a fait exprès, bien sûr. Alors voilà. Ça, c'est un cas de figure. Et encore, là, on a été informé parce que la personne a eu l'honnêteté de nous mettre en destinataire. Donc, on a eu une notification en disant, voilà, cette personne, Julie, a pris les photos de ce colloque. Et il dit, voilà, développement psychosocial des jeunes atteints de maladies chroniques, d'un chercheur qui d'ailleurs n'a pas de compte Twitter, hein, donc la preuve qu'ils ne sont pas tous abonnés dessus. Mais on a quand même quelques données. Voilà, l'analyse de la littérature, on peut avoir une partie méthodologie qui peut être prise en photo. Pour en arriver où? Même si on n'a pas eu de cas vraiment avérés au niveau du laboratoire, on en a quand même entendu parler, c'est les problèmes de plagiat. Vous avez des gens qui prennent malheureusement des photos de présentation lors de colloques et qui s'en servent pour l'utiliser à leur fin. Alors je ne sais pas si ça aussi, vous avez déjà eu ce cas de figure. Non, pas pour l'instant. On a pris le parti au laboratoire, mais peut-être ça peut se rediscuter, de ne communiquer que ce qu'on a publié déjà auparavant. On en est là. Donc, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, on l'utilise depuis 5 ans. On a quand même quelques retours intéressants, hein, parce que c'est vrai que on a eu des contacts, on a une collaboration, une publication grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'un chercheur a pu en contacter un autre par le biais des réseaux sociaux, et on a fait une publication internationale, donc c'est un moyen de publication, un moyen de travail collaboratif, mais je pense qu'il faut quand même avoir bien conscience aussi, pas tant des limites, mais peut-être de certains aspects auxquels on ne pense pas au début. Franchement, on s'était lancé vraiment comme ça, sans avoir eu de formation particulière sur Twitter. On n'a pas eu trop de soucis de polémique sur les réseaux sociaux. Oui, oui, si tu veux. On n'en a pas eu pour l'instant, mais on voit des cas de figure où ça arrive. Il y a des community managers qui commettent parfois quelques bêtises, hein, ça peut arriver, ils sont comme tout le monde et ils font une erreur. Et malheureusement, le problème de Twitter, c'est que contrairement à l'oral, on l'oublie, l'écrit reste. Et Twitter a aussi un peu cette tendance, en tout cas pour certaines personnes, à fonctionner à grand coup de capture d'écran. Donc même si vous supprimez le message, on ne peut pas l'éditer, le message sur Twitter. On ne peut pas le modifier, il faut une faute d'orthographe, tant pis, c'est parti. Et même si vous le supprimez, donc vous avez peut-être des personnes qui ont fait des captures d'écran, et puis on s'est posé aussi la question de savoir si une suppression sur Twitter équivaut vraiment à un effacement des données. Tout ce que vous mettez sur Twitter appartient à Twitter. Photos, texte, tout.
Ça, il s'en faut aussi s'en rendre compte. Oui, comme Instagram aussi et Facebook, en fait, tout ce que vous écrivez ne vous appartient pas en propre. Alors c'est aussi la raison pour laquelle il faut faire des choix stratégiques dans vos entrées en ligne. Quand vous créez votre compte, il faut aussi l'alimenter avec du contenu. Si vous décidez de vous faire un compte professionnel, par exemple sur Facebook, bon là c'est assez facile, il y a le site du master MTI Alca, donc ça c'est l'actualité du master, qui est lié à une autre page, la page de la revue itinéraire, qui permet de publier les nouvelles, de croiser les informations, hein, de faire de la référence croisée, les dernières publications, le publier, enfin avoir aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes publics sur Facebook et sur Twitter bien sûr. En fait, on n'a pas tant de publics que ça sur Twitter. C'est pas parce qu'on a beaucoup de followers qu'on a beaucoup d'interactions forcément. Généralement, à cause aussi des algorithmes, on devient limité dans nos interactions avec nos derniers followers. Enfin, il y a des effets comme ça d'empilement. On essaye au maximum, quand on a des contenus à mettre en avant, de les croiser entre plateformes. Par exemple, ce qui est très recommandé, c'est d'avoir un carnet de recherche. Alors ça pose aussi des problèmes de plagiat parce qu'on pré-publie des choses parfois en cours, mais ça permet aussi de créer son profil de recherche et d'associer un profil personnel avec des données et des contenus. Puisque quand c'est disséminé sur Internet, on ne se rend pas toujours compte de la cohérence qui lie des publications, puisque comme vous le savez, quand vous faites une recherche sur Internet scientifique, généralement vous cherchez d'abord du contenu, pas quelqu'un. Ou alors vous avez un nom, et même si vous cherchez quelqu'un, vous cherchez du contenu associé à cette personne. Donc, il faut bien que les deux soient liés et qu'ils soient liés dans des ensembles cohérents. C'est pour ça qu'il y a des plateformes comme academia.edu qui permet de recenser tout son travail. Mais comme on va le voir ici, par exemple, donc on met sa petite photo, on a des gens qui nous suivent, on a aussi du ranking qui vient dire si on est beaucoup suivi ou pas. Et puis on a aussi des indicateurs qualitatifs comme les readers, ou là pour lesquels il faut payer, passer en version premium pour savoir. Alors il paraît que 2750 personnes sur Academia ont lu mes articles. Alors évidemment, moi je brûle d'impatience de savoir, mais qui a lu mes articles? La plupart du temps, c'est moi-même, puisque j'ai publié une affiche avec une annonce de journée d'études à laquelle que j'organise. Donc en fait, c'est des papiers où vous êtes vous-même auteur. Enfin, en fait, c'est absurde. On croit que des gens nous lisent, mais en fait non. Il faut savoir aussi en SHS que les taux de citation et le H-index n'est pas du tout le même qu'en sciences. En SHS, le taux de citation à 5 ans après la publication est maximum de 10%. Donc ça veut dire que vos articles, une fois qu'ils sont publiés, alors on parlait d'accélération de la lecture à travers les préprints et de la citation. C'est pas parce que vous êtes visible, c'est pas parce que vous êtes en ligne que vous êtes cité. C'est un autre enjeu qui est beaucoup plus important, parce que la visibilité, c'est aussi la valeur symbolique associée à votre visibilité. Donc il faut non seulement être présent donc à travers un blog bien nourri, alimenté, avec du contenu intéressant, avoir des publications en ligne, un compte Twitter, être référencé sur des sites comme les Expertes. Il y a beaucoup de femmes chercheuses ici. Donc évidemment, pour exister dans les médias, il faut être contacté par les journalistes. Pour que les journalistes vous contactent, il faut exister en ligne. Moi, j'ai fait un passage sur France Inter parce que j'avais écrit un article publié en ligne. Et donc, je suis allée faire le scientifique chez Nagui. Je ne le recommande pas. Il y a des limites, en fait, à la visibilité et à la spectacularisation de la recherche. Je l'ai senti à ce moment-là. Donc, évidemment, on peut être tenté d'avoir une certaine visibilité, mais il faut toujours que cette visibilité soit qualitative et qu'elle continue à être référencée positivement. Donc, évidemment... en prenant mon profil, par exemple,
mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je n'ai aucune information privée, aucune en ligne. Vous ne saurez rien de ma vie privée, nulle part. C'est un choix que j'ai fait. Je n'existe numériquement que publiquement. Il n'y a pas, même pas mention d'une vie de famille. Donc, c'est aussi un choix qui fait qu'on se coupe d'une certaine forme de sociabilité. Il faut en avoir conscience. On n'est pas obligé de le faire, mais si on choisit d'avoir les deux vies, la vie publique et la vie privée, ce qu'on appelle l'extimité, c'est Serge Tisseron qui a développé ce concept, le fait d'avoir une intimité rendue publique, l'extimité c'est ça, c'est l'intimité vers l'extérieur, ça implique des variations, des gradations aussi de publicisation de votre vie privée. Certaines chercheuses, comme Françoise Cahen par exemple, qui s'est rendue connue parce qu'elle a fait des pétitions pour qu'il y ait des femmes au programme du baccalauréat en France. Elle met des photos de ses enfants partout, tout le temps. Bon, ça, c'est des choix vraiment... Excuse-moi, sur Facebook, les métadonnées sont effacées ou pas? Sur Twitter, ils le font. Et est-ce que sur Facebook, ils retirent les métadonnées, tout ce qui est le système de GPS, notamment, positionnement des photos? Non. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse dans la salle. Je pense que ça y est, ça apparaît. Enfin bref, voilà. Donc il y a des stratégies très différentes. Ça, c'est des choix personnels. Il faut évidemment avoir surtout conscience des risques associés à ça. Et aussi à ce qu'on appelle l'éthos, la e-réputation du chercheur qu'on veut se construire. Il faut savoir aussi que quand on est chercheur et qu'on parle en ligne, comme je disais, c'est pas seulement un individu qui prend la parole, c'est aussi une entité intellectuelle. Donc, c'est une prise de parole, parfois, que l'on fait, qui engage notre identité de chercheur. C'est au titre des recherches qu'on a faites, parfois, qu'on prend la parole. Donc, notre engagement peut être beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. C'est pour ça que même si on valorise, par exemple, le Nutri-Score, c'était dans votre cas, on peut devenir un ardent défenseur de la nourriture bio contre la nourriture industrielle et se retrouver déjà du côté de la possible polémique. Donc c'était pour montrer un petit peu des panels, des variations, des outils. Alors on peut s'amuser. Alors par exemple, ici, je sais que cet ordinateur est vierge de ma présence, donc je vais me googler moi-même, parce qu'il faut le faire souvent, pour surveiller en fait, mais pas tout le temps de son ordinateur, parce que votre ordinateur, il a la mémoire de vous, de vos requêtes, et donc vous êtes dans ce qu'on appelle la bulle de filtre. Il va vous orienter d'abord vers des choses que vous avez déjà vues. Donc il va faire monter, vous avez déjà remarqué qu'il y avait des publicités qui venaient en fonction des sites que vous aviez consultés avant. Et bien en fait vos requêtes Google vont aussi être orientées par ça. Donc là je vois que mon premier lien, c'est très bien, c'est mon profil institutionnel de Pléiades. Parce que je le mets à jour, je l'alimente, je mets des liens dans mes profils pour que ce soit eux qui soient les mieux référencés par les hypertextes. Et la visibilité aussi dans la vraie vie, c'est aussi profiter d'autres actions de visibilité pour devenir visible. En l'occurrence, j'ai participé comme commissaire d'exposition aux rencontres photographiques d'Arles. Donc là, c'est pas moi qui ai créé ma visibilité. J'ai fait une action de visibilité qui a été relayée par des organisations qui, elles, ont beaucoup de visibilité. Et c'est comme ça que j'ai gagné de la visibilité. Donc ce n'est pas forcément vous-même qui créez votre visibilité, c'est en devenant partenaire d'organismes très visibles ou en faisant des actions très visibles que votre visibilité augmente dans votre domaine. Soit en faisant des expositions, des festivals, des actions de prévention, des pétitions. Vous voyez, la pétition de Françoise Cahen lui a donné une grande visibilité. Donc parfois c'est par des actions dans la vie réelle qu'on va aussi gagner de la visibilité numérique par rebond, par cette identité agissante, calculée, qui nous dépasse un petit peu. Voilà, je m'arrête là, comme ça, si vous avez peut-être des questions ou si tu veux rajouter des choses. Non, j'espère juste qu'on ne vous a pas fait trop peur. Non, c'est quand même vraiment un outil pratique. Je veux dire, on peut pas nous, de notre côté, on ne peut plus s'en passer, ça c'est clair. C'est vraiment cette visibilité qu'on recherchait. Simplement,
Peut-être qu'on aurait souhaité une meilleure sensibilisation au niveau institutionnel là-dessus, pour savoir par quoi commencer, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Voilà, bon, après, il faut bien qu'on apprenne aussi un peu de notre côté. Tu voulais, oui. Non, on va juste passer aux questions, s'il y a des interrogations ou des questions. Oui. Juste une question sur le dernier point que vous avez évoqué, Magali, sur de vérifier sa visibilité sur Google. Si on passe en navigation privée, du coup, ça... C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on est influencé par nos recherches d'avant? Non, normalement non, mais moi je pense qu'il y a toujours des résidus quand même d'informations, et si vous voulez une recherche, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de recherche complètement clean, hein. Par contre, vous pouvez aller vérifier, moi j'aime bien aller voir les images parce que c'est drôle. Il y a des gens qui n'ont pas... Enfin, c'est pas moi là, mais bon, c'est mon... c'est vrai. Il y a des choses... Ça vaut la peine quand même d'aller vérifier s'il n'y a pas tout d'un coup quelqu'un qui a posté aussi une image de vous. Là, j'ai assez bien contrôlé mon algorithme, mais c'est un travail, hein, c'est comme du jardinage. Vraiment, je désherbe, je complète, je me dis ah non, ça j'aime pas, je veux le faire redescendre, alors du coup je mets autre chose pour que ça monte. Mais évidemment, bon, faut pas y passer trop de temps, on n'est pas des stars, hein, c'est pas la question. Mais c'est plus pour avoir quelque chose de propre autour de ces traces numériques et de pas être débordé par... Enfin, ça c'est un soin que je porte, oui, à l'image de chercheurs que j'ai sur Internet avec ce qu'on nous demande aujourd'hui, exister, être promouvoir, avec une image barba papa qui est cette identité numérique-là, qui est celle qui joue aussi avec l'identité de l'université, de mon labo. Et bon, c'est pas moi, quoi, ma vie... Non, c'est pas ça. Sur les images, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme ressources quand on a soit des photos effectivement qu'on n'apprécie pas, soit des photos qui ne correspondent pas du tout à nous, et je ne sais pas comment ils viennent d'ailleurs. Alors, est-ce que ça dépend. Si c'est des gens qui ont mis des images de vous en ligne et que vous ne voulez pas qu'elles soient en ligne, vous pouvez leur demander de l'enlever. C'est la première chose à faire. Vous dites non, plusieurs fois j'ai demandé à ce qu'on retire certaines photos. Je dis ben oui, en justifiant tout simplement, j'ai une pratique professionnelle du web. Donc, mais c'est pas que les chercheurs, hein, c'est vraiment beaucoup de professions qui sont concernées par ça. L'enseignant du second degré aussi. Maintenant, les fonctionnaires, tous les métiers où vraiment les employeurs viennent chercher dans vos publications en ligne des choses qui peuvent vous servir contre vous. Toutes les strates de la société, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'agent d'entretien qui a été... Oui, alors ça c'était quand même terrible. Qui a été pris en photo parce qu'il prenait juste une pause et puis un peu assoupi, et puis il s'est fait licencier. Parce qu'il était couché. Exactement. En fait, il y a quelqu'un sur Twitter qui l'a pris en photo en train de faire une sieste à Paris et qui a dit c'est scandaleux, que faites-vous, ils foutent rien, voilà où partent nos impôts. Et donc la personne a été licenciée. Ce qui est quand même... Oui, mais je ne connais pas l'histoire, mais... Il a été réintégré, il y a eu des... Non, il a été licencié par les prud'hommes. Il a pris un avocat, mais je ne sais plus la suite. Non, mais... J'avais une question là. Oui, c'était justement à propos de Twitter. Est-ce que, pour le laboratoire ou pour votre compte personnel, vous avez testé la fonctionnalité des tweets sponsorisés, payantes? Pas du tout. Et si vous pensez que ça peut marcher pour améliorer sa visibilité, tout simplement. Alors, on n'a pas une bonne idée des tarifs, parce que sponsorisé, il faut... Comment? 89 € par jour. Oh, bah c'est une broutille, ça. Pour un tweet sponsorisé? Pour une campagne. On paye. Mais sur Facebook aussi, on peut. Alors, je suis pas allée jusqu'au bout de la démarche de payer pour sponsoriser une publication. J'ai jamais fait. Sur Facebook, on l'a fait, l'université l'a fait il y a quelques années pour la promotion des journées portes ouvertes. Et le principe a été, vous pouvez très clairement, pour un événement comme les JPO,
choisir le public vers lequel vous allez. Donc c'était à la fois un public géographique, âgé entre 40 et 60 ans, ça ne sera pas très étonnant, enfin c'est les parents des futurs étudiants possibles, plus le public des ados de 16 à 18 ans pendant X jours, tant de fois par jour. Et en fait, ce qui avait été surprenant, c'était le faible coût, puisqu'on était autour de, pour une campagne qui avait duré 4 semaines, de 150 €. Après, c'est super efficace à mon avis, enfin c'est très efficace pour informer des parents de la tenue de JPO, parce qu'ils rentrent dans des cases bien visibles. Pour promouvoir sa recherche, je ne suis pas sûre qu'il y ait des cases qui permettent de... Enfin, je suis même sûre qu'il n'y a pas de cases qui permettent de cibler des labos, des universités, etc. Donc on est vraiment sur des logiques de promotion différentes, pour ce qui concerne Facebook en tout cas. Je voulais aussi peut-être revenir sur... Alors récemment, il y a un jeune docteur qui a posé une question sur Twitter. C'était... il avait très envie de faire des vidéos de vulgarisation de son sujet de thèse sur YouTube. Et il avait peur que ça le desserve dans les campagnes de recrutement. Mon opinion, c'est que non, ça ne dessert pas, au contraire, ça augmente la visibilité. Après, tout dépend du type de vidéo qu'il va faire. Donc on peut aussi aller vers des formes de vulgarisation peut-être plus ludiques, enfin je sais pas, ou militantes, engagées. Mais en tout cas, c'est des questions que certains jeunes chercheurs se posent aussi. Ça peut être aussi des stratégies qui permettent, et je le dis de façon très sincère, de trouver d'autres débouchés après la thèse que le recrutement académique, parce que c'est pas forcément un débouché sûr en ce moment. Donc, de développer des stratégies de visibilité d'une recherche, mais accompagnées de compétences vidéo ou bien d'influence sur les réseaux sociaux, de community management. Ça peut aussi être utile pour tout ce qui est valorisation de la recherche, animation de la recherche, et c'est pas uniquement réservé au profil personnel, et c'est ce que montrait Vincent avec le laboratoire, c'est qu'on développe aussi des stratégies de valorisation de recherche de groupe, et pas seulement individuelle. Oui. D'autres questions ? Oui. Juste une remarque, tout à l'heure vous avez parlé de H-index et notamment des différences de valeur entre sciences humaines ou les autres sciences. Je voudrais aussi dire qu'il y a des grandes différences au sein d'une même discipline quand on regarde le niveau national ou le niveau international. Il se trouve que j'ai eu à étudier dans ma communauté scientifique les H-index de mes collègues français et de les comparer avec des Français qui sont partis aux US en fait. Et on voit clairement qu'il y a un rapport de 1 à 2 aussi entre les deux. Vis-à-vis des US, par exemple, mon interface avait du mal à comprendre que ça correspondait à des stratégies en fait, de carrière aussi qui étaient différentes aussi d'un pays à un autre et qu'on n'est pas tous alignés sur la valeur du H-index. Donc l'élément aussi, et les stratégies de visibilité, on n'a pas évoqué ça, national ou bien international aussi, ça me paraît important à discuter, parce qu'on ne nous observe pas de la même façon quand on est chinois ou quand on est américain ou quand on regarde un Français qui regarde un autre Français. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand on va sur academia.edu qui est éditorialisé en français, sur lequel on a des communautés, francophones fortes, et sur ResearchGate, pas du tout. Et donc sur ResearchGate, les publications en français quasiment sont minoritaires, très peu visibles. Donc c'est là qu'on comprend qu'il faut valoriser des publications anglophones. Ce qui passe pas du tout. Par exemple, moi je suis maîtresse de conférences en littérature française. Vous pensez bien qu'en littérature française, on publie plutôt en français, même si on peut le faire en anglais, mais ça a moins. Disons que l'impact n'est pas sur les publications en anglais. En tout cas, il ne se mesure pas de la même façon, c'est plutôt secondaire. Et même ce qui va être le plus valorisé, c'est la monographie, publiée en livre. Donc c'est assez classique, mais c'est ça qui va faire la visibilité, le référencement, la citation. Donc des articles en anglais, même si j'en ai 5, en fait j'aurai peut-être un bon H-index, mais au niveau de la carrière, l'impact c'est 0. Ça n'a aucun intérêt. Alors évidemment, ça va peut-être m'aider à avoir... Mais,
peut-être des partenariats internationaux, etc. Mais en fait, il y a un très fort déséquilibre dans certaines disciplines, et en particulier dans les SHS, puisque c'est les langues des pays souvent qui sont dominantes, sociologie, histoire, enfin... Et du coup, on va avoir là, évidemment, on va décrocher par rapport à la course à la performance bibliométrique. Et, voilà. Mais peut-être que l'altmetrics va trouver la réponse. On va remercier Vincent Derandrade et Magali Nachterguel. Merci à vous. Et on va donc enchaîner avec Anaïk Mahé sur les almétriques.